Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Analyse 24 sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Grande et major, aujourd'hui de vous retrouver encore une fois de plus pendant 45 minutes de débat, analyse sur les grandes questions politiques de l'heure. En face de moi, je retrouve M. Jean-Oscar Ngalamouloumé. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes ancien candidat président de la République en 2006, président du parti CIDES, qui veut dire quoi encore CIDES? La Convention des institutions démocratiques et sociales. Vous n'avez pas été élu en 2006? Non. Vous n'avez pas pensé rebondir en 2011 et 2018, pourquoi? C'est parce que, comme je vous l'avais dit la fois dernière, on ne peut comprendre le présent dans le but de construire l'avenir que lorsqu'on a la connaissance profonde du passé. Après avoir observé tout ce qui s'était passé en 2006, j'avais vite réalisé que la bonne manière de participer aux élections, il faut que la démocratie soit exprimée d'une manière normale. Jusqu'à ces jours, jusqu'aux élections de 2018, j'avais bien trouvé qu'il n'y avait pas les élections libres, comme on peut le dire. Vous voulez dire quoi par là? Que les élections n'étaient pas libres, elles étaient tachées de beaucoup d'irrégularités? Biaisées et puis avec beaucoup d'irrégularités qui ont même sauté, qui sautent aux yeux des uns et des autres. Donc pour vous, vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas eu élection en RDC? Il y a eu des élections mais mal organisées. Avec, je prendrai un exemple qui est banal. Les Congolais ont massivement voté pour président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence. Et les mêmes électeurs rejettent les candidats députés de la classe politique de M. Félix Tshisekedi. Est-ce que trouvez-vous ça concevable? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Je rappelle à tout le monde que vous étiez candidat président de la République en 2006 et c'était à votre retour après pratiquement 25 ans d'exil sous Mobutu. 27 ans. 27 ans d'exil sous Mobutu. Et c'était pour vous un ouf de soulagement quand il y a eu une chute du régime Mobutu? Je peux vous dire que le régime de Mobutu était plus... avait une base solide à l'extérieur. Parce que la bonne manière de le combattre, c'était d'aller là où il avait des relations solides. Ce qui a justifié mon exil, non seulement à partir de la France, et lorsque je suis arrivé en France, en 1975, il y avait comme président de la République Giscard d'Estaing et Premier ministre Jacques Chirac. Ça qu'il n'y avait pas moyen de tellement bouger pour faire quelque chose de négatif à l'endroit de Mobutu. Jusqu'en 1981, vers les années 80, j'ai eu la possibilité de me déplacer pour aller au Canada, les États-Unis d'Amérique, où je me suis retrouvé avec la facilité de m'exprimer et puis démontrer le mal du régime de Mobutu. Et je crois, pour ne pas exagérer, que j'ai été très écouté. Et pour ne pas exagérer aussi, je crois que mes analyses ont contribué à ce que le régime de Mobutu tombe. Donc vous êtes parmi les gens qui ont cautionné le départ de Mobutu? Je ne peux que vous le confirmer. Et votre retour, vous êtes retourné un homme libre sans problème,
Preuve, vous avez postulé comme candidat président de la République en 2006. Mais nous avons lu une publication que vous venez de faire sur le retour de Moïse Katumbi, qui revient aussi, cette fois-ci, en homme libre après l'abandon des poursuites judiciaires contre lui. Mais vous vous opposez à son retour. Pour quelle raison? Non. Ce n'est pas moi qui ai publié ça. C'est une analyse qui est faite par un certain monsieur qui démontre un certain nombre des mouvements qui ont été dessinés par le président Katumbi vis-à-vis de Félix Antoine Chilombo, et qu'il nécessite une attention particulière de la part du président de la République. Parce que ce n'est pas un secret que je vais vous dévoiler ici. Allez-y. Et j'ai été informé lorsque M. Katumbi et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'étaient déplacés aux États-Unis et ils avaient parlé à quelqu'un comme quoi qu'ils allaient travailler ensemble. Et à ma grande surprise, au niveau de Genève, je n'ai pas compris comment M. Katumbi s'est détaché de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour soutenir M. Fayulu. Bref, c'était son choix. Et aujourd'hui, il dit qu'il va rentrer pour organiser l'opposition républicaine. Oui. Il a dit, au moins ce que j'ai souvent dit, mais il a dit selon ces termes. Moi, je suis de ceux-là qui ont toujours défini l'opposition comme républicaine devant tout d'abord commencer par soutenir les efforts fournis par l'administration en place, condamner les échecs et proposer les pistes de solutions. Je ne souscris pas à l'opposition qui ne fait que mettre des jugements sans nuance, sans se donner la moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. D'où, pendant une certaine période, je me posais la question de savoir si réellement Kabila n'avait rien fait. Et les gens me prenaient pour un kabiliste. Je leur disais, je ne suis pas kabiliste, mais je suis par contre réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on constate que nous avons la cité de l'OIA, nous avons la RTNC, nous avons Palais du Peuple, nous avons Stade Martyr et nous avons Pont Maréchal, pour ne pas citer aussi Yinga et d'autres infrastructures. Oui. Et toutes ces œuvres ou toutes ces réalisations, je crois qu'on ne reviendront que sur le crédit du président Mobutu qui, pendant la période de son existence, bien qu'il avait mal gouverné, il a au moins réalisé un certain nombre d'œuvres. D'où ce que je dis pour le président Mobutu, je peux le dire pour Mouzé, je peux le dire pour Joseph et Kabila aussi. Voyez-vous, il ne faut pas tout mettre... C'est comme j'étais sur un plateau de télévision lorsqu'on me posait la question de quelle opposition j'appartenais. J'ai posé la question aux journalistes, je m'oppose à quoi? Parce que le président Félix venait de prendre le pouvoir. Il fallait lui donner le temps de l'observer. C'était en observant et lui donner la chance pendant un certain temps avant d'apporter des jugements. Merci, on a bien compris là-dessus, mais le vrai problème, c'est que c'est par rapport d'abord
au retour de Moïse Katumbi, qui était parti dans des conditions que vous savez, déjà ce matin aussi. On parle de la réapparition de Nemwanda Semi, qui fait polémique aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que Nemwanda Semi doit rentrer en prison. Quelle peut être votre analyse? Il ne peut rentrer en prison que si les faits qui lui ont été reprochés, qui ont fait qu'il aille en prison, soient fondés. Et ici, on trouve que son arrestation a été instrumentalisée par l'ordre politique. Mais moi, je crois qu'il mérite sa liberté parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a été en prison d'une manière arbitraire. Il s'était évadé de la prison. Il s'était évadé parce qu'il a été aussi arrêté arbitrairement. Quand on est arrêté arbitrairement, qu'on a la possibilité donc de s'échapper. vous soutenez que Nemwanda Semi soit totalement libre? Ça, c'est un point de vue que je soutiens avec beaucoup de force. Mais parce que le cas Moïse Katumbi aussi, qui avait des problèmes en justice, qui est parti prétextant qu'il était malade, il allait se faire soigner, lui revient un homme libre, toutes les poursuites judiciaires contre lui sont annulées. Ne voyez-vous pas dans cela deux poids, deux mesures? C'est pourquoi je vous dis que monsieur, comment vous dites, Nemwanda Semi. Nemwanda Semi doit être libre. Il doit être libre parce que le fait d'avoir été arrêté arbitrairement, il s'est échappé aussi d'une manière arbitraire. Causant beaucoup de torts. Il y a eu des morts, il y a eu des véhicules incendiés, il y a eu d'autres aussi évasions, des criminels qui peuvent causer du tort à la société aujourd'hui. Non, mais qui est-ce qui vous dit que c'était lui qui était à la base de choses, de cette évasion? Parce que c'est parce qu'il y en a, ce qui avait commencé, il a dû en profiter aussi pour partir. Je ne suis pas son défenseur, ni son avocat non plus, mais néanmoins, il mérite d'être libre. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté d'une manière arbitraire. Et il est sorti de la prison d'une manière aussi arbitraire. D'où il mérite sa liberté. Mais ce chose Kangala Mouloumé, on ne comprend pas exactement ce que vous voulez insinuer par cette analyse que vous venez de faire tout à l'heure. Quelqu'un qui a été arrêté, bien sûr, beaucoup de gens peuvent confondre avec la décrispation politique et un volet qui soutient le chef de l'État aujourd'hui. Nous avons vu Jean-Claude Mouyambo à l'extérieur, Joe Mindongala à l'extérieur, Franck Diogo à l'extérieur et beaucoup d'autres personnes. Aujourd'hui, les gens voudraient que lui-même, Nemwanda Semi, en tant que légaliste, qu'il se livre, entre en prison, et plus tard, que le chef de l'État prenne une décision, soit de le gracier, de le libérer totalement. Quel peut être votre point de vue? Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui va se livrer en prison lui-même? Mais vous le poussez encore à s'échapper, à aller au-delà où il était avant. Mais pourquoi est-ce que, pour qu'il aille en prison, il faut qu'on sache pourquoi il a été en prison? Je ne cesserai de le répéter, s'il a été arrêté arbitrairement et s'il s'est échappé arbitrairement, c'est qu'il mérite sa liberté. Voilà, on va changer le fusil d'épaule, on a bien compris ce que vous avez dit. Cette fois-ci, on va parler des 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a eu des polémiques quant au nombre de jours. Beaucoup confondaient les 100 jours depuis l'investiture aux 100 jours depuis le lancement du programme d'urgence des 100 jours. Quelle est votre perception des faits? Lorsque vous dites qu'un arbre est bon, donc ses fruits sont aussi bons. Et lorsque vous dites que les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est aussi mauvais parce qu'on ne reconnaît la qualité d'un arbre par ses fruits. Et lorsqu'on reste à la base d'une distinction claire ou insister sur un système comparatif, pour ce peu de temps que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aux affaires,
on voit ce dont il est capable. Je suis peut-être très mal placé parce que si je vais mettre plus de sauce là-dedans, les gens prendraient ça d'une manière... Allez-y, librement, en toute liberté. On doit observer quelqu'un selon ce mouvement qu'il dessine. Il a, pour ceux-là qui disent qu'il est sous l'emprise du président, de l'ex-président Kabila. Êtes-vous sûr que s'il était réellement sous l'emprise de M. Kabila, qu'il aurait demandé à ce qu'un certain nombre de prisonniers qui ne pouvaient même pas penser un jour être dehors sous le régime de M. Kabila soient libérés? Voilà, il y a de ces questions qui méritent d'être posées. Et là, vous voulez dire que c'est Kabila qui ne pardonnait pas? À chacun sa manière d'aborder et de choses ou de gouverner. Il avait ses raisons que vous et moi ignorons, et puis le nouveau président est arrivé, il a jugé bon de les libérer, et que s'il était sous l'emprise du président Kabila, il ne les aurait pas libérés. Alors qu'est-ce qui peut être, selon vous, à la base du frein qu'on connaît pour la nomination du Premier ministre? Parce que vous dites qu'il est libre, il aurait dû nommer ce Premier ministre depuis longtemps. Vous voyez que c'était mariage, pour ne pas dire encore de fiançailles, entre FCC et Cash. Le mariage ou fiançailles est un peu assez compliqué, qui nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de négociations pour arriver à un résultat meilleur pour l'ensemble de la population. Même les nouveaux mariés qui nous suivent ne peuvent pas accepter ce que vous dites. Comment est-ce que les gens peuvent accepter de se marier sans se connaître? Et sans se mettre d'accord sur certains points? Mais voyez-vous qu'il y a de ces mariages qui se font même par correspondance, et puis le couple parvient à s'installer puis et vivre normalement. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire que ça n'était pas nécessaire qu'ils se connaissent davantage pendant la période de fiançailles pour arriver au mariage. Mais bientôt 4 mois, Félix sent toujours un gouvernement, pas toujours le nom du Premier ministre. Ne voyez-vous pas que c'est une perte de temps? Il serait malvenu de ma part de vous dire que ce n'est pas une perte du temps. Mon souhait serait à ce qu'il y ait un gouvernement responsable, capable de faire de sorte à ce que les Congolais retrouvent la paix durable et qu'il y ait le rétablissement de l'ordre économique, parce que, comme je vous avais dit la fois dernière, que les élections ne garantissent pas la démocratie. Et il appartient maintenant au couple de trouver une solution qui s'impose, parce que 59 années après l'indépendance est une durée suffisamment longue devant permettre une réflexion profonde pour qu'apparaissent des tendances nouvelles. De ce fait, quelques questions majeures s'imposent. Il consisterait à savoir comment peut-on rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais? Comment peut-on sortir le pays du gouffre de la crise économique, sociale, voire même culturelle,
qu'ils traversent pendant cette période de l'histoire menacée. Voilà les quelques questions majeures auxquelles seuls les Congolais de concert avec les membres de la communauté internationale doivent trouver la réponse. À votre avis, quel peut être le plan de sortie de cette crise économique que connaît le pays? Vous avez toujours dit, je suis pour cette occasion obligé de le répéter encore, que le problème de notre pays n'est pas politique. Il est avant tout économique. Parce que lorsqu'on parle de la politique, j'entends par là la démocratie. Et la démocratie ne peut être possible que dans une société où il y a la quantité suffisante de biens et de services par rapport aux besoins de la population. Le gouvernement congolais aujourd'hui peut organiser un référendum en posant la question aux Congolais de voter pour ou contre le vol. La majorité des Congolais votera contre le vol. Oui, parce qu'ils sont contre le vol. Hein? Qu'il ne suffit pas de voter contre le vol. Le problème réside au niveau de ce que l'État met en face de celui qui a voté contre le vol, pas pour qu'il ne vole pas, mais pour qu'il ne soit pas en état de voler. À la place du débat en toute responsabilité sur un projet de bonne gouvernance, et la classe politique congolaise est spécialisée dans de nombreuses déclarations et faits d'annonces. D'où j'ai souvent dit que la lutte de la classe politique congolaise n'est pas inscrite dans les processus d'une rupture avec la mauvaise gouvernance, elle est plutôt celle d'accéder aux mêmes avantages sociaux à la place et lieu de ceux qui sont en charge de l'exercice étatique. Et cela part de l'observation à partir de nos pères de l'indépendance. Ils avaient trouvé comme fonds de commerce qui consistait à faire comprendre aux Congolais que si les Belges partaient, vous vivrez mieux que sous la coupe de la colonisation. Mais tout en cachant leur ambition qui consistait à voir les Belges partir pour qu'ils occupent le même bureau que les Belges, les mêmes maisons, rouler les mêmes véhicules que le Belge utilisait. Tout en oubliant que le bureau et la maison qu'occupait le Belge étaient repeints chaque année. Le véhicule était entretenu chaque mois sans attendre que le véhicule tombe en panne. Oui. La parcelle ou le jardin ou la parcelle dans laquelle, dans la résidence où habitait un Belge, il avait un jardinier qui payait déjà même ses impôts grâce à son salaire. On ne pouvait en aucune manière soupçonner un Belge couper l'arbre de son jardin pour préparer le haricot. Et nos pères de l'indépendance qui n'ont cessé de rabâcher les oreilles aux Congolais comme quoi si les Belges partaient, nous serons mieux, on les a vus à l'œuvre en train de se chamailler pour des intérêts personnels. Tchombe, Kassavubu, Lumumba, et il est haut. Tout ça que pour avoir une parcelle de pouvoir, pour ses intérêts personnels. C'est-à-dire leur politique consistait à la politique de « ôtez-vous de là que je m'y mette ». Oui. Jusqu'aujourd'hui, ça continue même là. Et lorsque Mobutu les observait, à son tour, il leur disait « ôtez-vous de là que je m'y mette ». Malheureusement,
Mobutu est aussi arrivé aux affaires tout en étant dépourvu d'un projet d'alternance, un projet de bonne gouvernance. Et lorsque Mobutu est arrivé aux affaires, on l'a vu avec les gestions. Et Mouzé aussi, dans la brousse où il s'est trouvé, il disait « ôtez-vous de là que je m'y mette ». Oui. Mouzé est arrivé aussi, tout en étant aussi dépourvu d'un projet d'alternance. Et tout ça, ça se suit. Et puis lorsque Joseph est arrivé aux affaires, il avait un programme de 5 chantiers, un programme louable qu'il fallait mettre en place et appliquer. Mais dans l'application, on avait vu autre chose que la bonne gouvernance, d'où on cessait de nous parler de changement de mentalité et nouvelle citoyenneté, émergence 2030. J'ai souvent utilisé cet exemple et j'en profiterai pour cette occasion aussi. Enfin, lorsque vous demandez à un Congolais de changer la mentalité, d'arrêter même la corruption, c'est bien bon. Je suis enseignant animé d'une volonté exceptionnelle de changer la mentalité. Pour partir de chez moi vers le lieu de mon travail, je dois emprunter le transport chez mes voisins. J'ai 3 mois de loyer impayé. Les minervales de mes enfants impayés, l'eau et l'électricité impayées. J'arrive à l'école. Je passe l'examen. J'ai 70 étudiants. Sur 70, il y a 40 qui réussissent. 30 qui ont échoué s'organisent, préparent l'enveloppe et ils viennent me trouver en face. Monsieur, nous savons que nous avons échoué, mais nous ne voulons pas reprendre la classe. Voilà le cadeau qu'on vous a apporté. Une enveloppe. Et devant cette situation, de quel côté l'enseignant va se pencher? Et ce que je dis pour l'enseignant, je peux le dire pour l'agent d'ordre, à qui on remet une arme, sans tenir compte de son salaire. Et si cet agent d'ordre utilisait cette arme pour arrondir ses fins du mois, qui incombe la faute? À vous qui lui avez remis une arme, sans tenir compte. Mais là, il n'y a pas la conscience aussi de la personne elle-même qui doit voir que, écoutez, la conscience doit être aussi mise en pratique pour que je donne la bonne image de ce que je fais comme travail. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Et la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, je peux continuer avec des exemples. Lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire, un huissier, dont le rôle consiste à transmettre les dossiers. Et lorsque vous venez avec les dossiers, vous devez mettre les sous-bassements pour que le dossier passe. Et quand vous venez avec les dossiers, le huissier est dans l'obligation de contrôler pour voir s'il y a les sous-bassements, c'est-à-dire bakchiche, la corruption. Et quand il n'y en a pas, il vous regarde en face. Il vous dit, mais papa, il y a un dossier boulumbuboy. Ce que l'ingi musique mi bongatia kaka mundanakati. Et c'est grâce à ces bakchiches que le huissier paye le transport. Parce que seulement avec son salaire, il ne peut pas supporter le transport pendant tout un mois. Et c'est grâce à ces bakchiches qu'il paye les loyers, qu'il paye la nourriture, qu'il paye les minéraux de ses enfants. Et vous allez demander à ces huissiers, sans tenir compte de son salaire, de changer la mentalité. De quoi il va vivre? De bon sens. D'où, lorsqu'on a un malade, il faut lui administrer un traitement approprié à la place des calmants. Aux questions actuelles, nous devons y apporter des solutions proprement économiques, pénétrées d'intelligence et de raison. Alors, s'il vous est demandé, M. Jean-Oscar Ngala Mouloumé, présentement, de donner un conseil au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui direz jusqu'ici qui n'a pas eu à faire?
il est sur la bonne voie. Mais il a besoin d'être soutenu, faire de sorte... Parce que dans la politique, dans la bonne gouvernance, il y a du donnant-donnant, c'est-à-dire aidez-moi à vous aider. Ou ni sadi ni kusadi, ngambulush ngambulush. Sali samunu munu sali sange, help me to help you. L'État ne crée jamais d'emploi. L'État a le devoir de faciliter la tâche à l'entrepreneuriat privé, seul capable de créer plus d'emplois et de donner des salaires décents aux travailleurs. Par salaire décent, j'entends que chaque Congolais qui travaille, quel que soit son rang social, puisse, grâce à son salaire, être en mesure de payer les loyers, manger du 1er au 30, assumer le transport, les soins médicaux, l'éducation de ses enfants et épargner. La personne qui, grâce à son salaire, remplit ces 6 conditions, payera l'impôt à l'État. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je vous le rappelle, que la première source du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts. Et s'il arrive que l'État a plus d'argent dans la caisse grâce à l'impôt, l'État organisera et équipera les services de renseignement, parce que les services de renseignement ne doivent pas seulement être là pour arrêter quelqu'un parce qu'il a critiqué le président de la République. Ça ne se passe plus comme ça actuellement. Hein? Les gens critiquent à tout moment, il n'y a plus ça maintenant. Les services de renseignement ont comme rôle tout d'abord, ils doivent avoir les départements de tout ce qui relève de la vie quotidienne. Les spécialistes en pêche, en agriculture, éducation, santé, enseignement. Et tous ces gens, ces spécialistes ont comme rôle prélever les données dans la vie courante, dans les secteurs qui sont les leurs, analyser et proposer les pistes de solutions aux gouvernants. Les services de renseignement doivent avoir aussi même un département qu'on peut, je m'excuse le mot, de barbouzes. Vous voyez par exemple, lorsque nous avons pas mal des troupements de choses, des rebelles à l'est du pays. Et comment est-ce que vous allez combattre quelqu'un lorsque vous ne connaissez pas sa philosophie, sa pensée et ses mobiles? Et lorsque les services de renseignement, ce département, il peut injecter les gens dans les choses, dans les troupements des choses des rebelles, vivre avec eux pour avoir des informations sur les mobiles. Donc il faut mettre tout le monde à l'aise pour que les choses aillent bien de l'avant. Vous avez compris. Et pour que l'État le fasse, il a besoin de moyens. Et l'État qui a plus de moyens grâce aux impôts peut non seulement organiser, équiper la police, l'armée et l'administration publique. Et l'État qui a plus de moyens grâce aux impôts peut réaliser les grands travaux publics. Il peut construire des ponts, des routes, et des hôpitaux, des prisons. Et l'État qui a plus de moyens grâce aux impôts payera décemment les fonctionnaires, les agents de l'État. Monsieur Jean-Oscar, dans 5 minutes, ce sera la fin de cette émission Analyse 24 avec vous. Et ça va très vite. Nous avons déjà consommé 40 minutes. Deux petites questions qui peuvent fâcher. Êtes-vous un agent de renseignement? Non. Écoutez, je suis un grand observateur. Je suis déformé de par ma petite formation d'observateur. Et il y en a qui pensent que vous êtes membre de la CIA? Non. Mais par contre, je connais les gens
de la CIA, mais je ne suis pas membre de la CIA. Alors, quels sont vos rapports avec Colette Braeckman? Je n'ai aucune relation avec elle. Et pourquoi vous n'êtes pas trop impliqué dans la gestion de la chose publique? C'est mal me connaître. Je suis de ceux-là qui pensent que à la place de trop de discours, il faut se pencher sur les problèmes qui consistent à rétablir l'ordre économique. Voilà, ma grande faiblesse consiste à ce que l'économie soit rétablie, à ce qu'il y ait plus de Congolais qui travaillent, moins de chômeurs. En 2006, candidat président de la République non élu, je ne pense pas que vous avez atteint même 5%. Non. Et 2011... Parce que je n'avais pas fait la campagne. 2011-2018, vous n'avez pas eu de moyens pour postuler? Les moyens, on les trouve lorsque... Les moyens, on ne les dispose pas, on peut les trouver auprès des amis. Mais pourquoi vous avez pris le risque de jeter l'argent comme caution pour être candidat président de la République en 2006? C'est parce qu'il y avait certains éléments qui m'échappaient et qui ne m'ont pas aussi permis d'aller au-delà de ce que j'avais dépensé. Vous le regrettez aujourd'hui? Dans la vie politique, je vous dis que je suis dans l'opposition depuis 1975. C'est pour vous dire que si j'ai regretté quelque chose, j'aurais déjà abandonné. Qu'est-ce qui reste à faire pour le réveil d'un Congo fort et prospère? Il faut faire de sorte à ce qu'il y ait plus de Congolais qui travaillent, moins de chômeurs, et les Congolais qui travaillent, qui ont un salaire de ça, qui leur permettent de remplir ces 6 conditions que je viens de vous citer. Et ces Congolais-là payeront l'impôt à l'État. Vous voyez, même les pays dits développés, lorsqu'ils nous tendent la main, ils nous disent attention, avec l'argent qu'on vous donne, c'est l'argent de nos contribuables. Les contribuables chez eux, qu'il faut que leur pays se développe, ce sont des gens qui travaillent et qui paient l'impôt. Et nous allons terminer avec vous. Habituellement, l'invité se pose une question et répond lui-même. Vous vous posez une question et vous donnez la réponse. Non, je développerai seulement une idée qui consisterait à vous dire que le Congo ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance. Parce que les formes devant revêtir les bonnes relations entre les membres de la même communauté sont à la portée de ceux-là qui y souscrivent et qui pensent en ce sens. La divergence d'opinion n'est pas synonyme d'un échec dans les relations entre les membres de la même communauté. Elle est plutôt l'expression d'une opinion en liberté et acte qui, pour l'intérêt supérieur de la nation, permet aux divergentes parties en face, par le dialogue, d'avoir la discussion rationnelle afin de parvenir à un consensus humainement acceptable. Merci. Je rappelle à tout le monde que je recevais M. Jean-Oscar Ngala Mouloumé, candidat président de la République en 2006, président national de la CIDES, qui existe toujours, CIDES? Oui, bien sûr. Où se trouve le siège? Le siège se trouve en Galium. Merci. Et c'est la fin de cet entretien avec vous. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été nombreux à ce grand rendez-vous. Cette émission est rediffusée déjà demain à 11h. Portez-vous bien.